L'air, lourd et parfumé de jasmin et de la douce touche de bois anciens, pesait lourdement sur les couloirs de la galerie du bois. Héloïse, 67 ans, flottait parmi les invités telle une apparition éthérée, ses yeux gris-bleu, autrefois vibrants comme les flots de sa jeunesse, désormais voilés d'une discrète mélancolie. La robe de soie sombre, impeccablement coupée, et les colliers de perles qui ornaient son cou symbolisaient une vie forgée dans les conventions, une cage dorée qu'elle avait acceptée comme son destin. Elle était la gardienne silencieuse d'un héritage, la veuve d'un collectionneur d'art renommé, dont les œuvres étaient désormais au cœur de son existence solitaire. Chaque sourire, chaque hochement de tête était un rituel appris, dénué de toute chaleur sincère. La soirée semblait vouée à n'être qu'une répétition du passé, un lointain écho de passion qu'elle croyait avoir enfoui, jusqu'à ce qu'une fissure s'ouvre. Au milieu de ce brouhaha élégant, l'air frais et l'énergie juvénile envahirent la pièce, s'échappant de la porte en acajou. Gabriel, tout juste 19 ans, entra dans la galerie. Ce n'était pas un invité ordinaire. Sa présence contrastait fortement avec l'opulence sobre. Il portait un jean délavé et un simple t-shirt, mais son regard, d'un brun profond et envoûtant, exprimait l'intensité d'un artiste en quête d'inspiration, ou peut-être de quelque chose de plus. Il ne regardait pas les œuvres d'art accrochées au mur, mais les gens, les nuances de leurs âmes exposées dans la lumière diffuse. Leurs regards se croisèrent. Ce n'était pas une rencontre fortuite, mais une reconnaissance, un courant électrique qui brisa les barrières du formalisme et du temps. Héloïse ressentit un frisson qui ne l'avait pas traversé depuis des décennies. C'était comme si une mélodie oubliée avait retenti, réveillant les échos d'une jeunesse qu'elle croyait perdue à jamais. Gabriel, quant à lui, ne détourna pas le regard. Il y avait en lui une curiosité audacieuse, une admiration qui n'était pas intimidée par l'aura de respectabilité qu'émanait Héloïse. Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire à peine perceptible, mais pour Héloïse, cela sembla briser la gravité qui la maintenait à ce sol. La question centrale flottait dans l'air, invisible mais palpable. Que cache ce secret? Comment l'arrivée de ce jeune homme, si décalé et pourtant si magnétique, pouvait-elle tout changer pour Héloïse, une femme qui avait bâti sa vie sur les fondements de la tradition et des attentes sociales? Le conflit initial n'était pas une dispute, mais une collision entre des mondes, des âges et des attentes. Il s'approcha, non pas avec la facilité d'un flirt, mais avec la sincérité de quelqu'un en quête d'une véritable connexion. Ses pas étaient légers, mais déterminés, comblant l'espace qui les séparait, ignorant les regards curieux et les rumeurs qui commençaient à se former. Héloïse sentit son pouls s'accélérer sous ses perles, une sensation presque interdite. L'énergie de Gabriel était une invitation à l'inconnu, une invitation à se libérer des chaînes de son existence prévisible. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, les yeux rivés sur les siens, et un silence éloquent plana entre eux, plus puissant que n'importe quelle conversation dans les salles de bal. Un petit morceau de papier soigneusement plié glissa de la main de Gabriel dans la sienne. Elle le serra, sentant sa texture rugueuse, et la curiosité l'emporta sur la prudence. Qu'y avait-il décrit? Quel destin ce simple geste allait-il sceller? Que serait prête à sacrifier Héloïse pour cet aperçu d'un nouveau départ? Si cela a retenu votre attention, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires addictives. Le papier dans la main d'Héloïse lui semblait une carte d'un territoire inexploré de son âme. Ses doigts, habitués à la douceur du velours et à la fraîcheur de l'ivoire, sentaient la rugosité du papier, un contraste qui faisait écho au bouleversement que Gabriel venait d'apporter. Les murmures de la galerie, jusque-là un bourdonnement lointain, semblèrent s'intensifier, se transformant en un chœur de jugements imaginaires qui perçait la bulle de son audace momentanée. D'un mouvement presque imperceptible, elle déplia le petit carré de papier. Il n'y avait pas de mots, pas d'invitation explicite, juste un dessin rapide et intuitif. Un oiseau en vol, brisant les barreaux d'une cage ouverte, et en dessous, des coordonnées géographiques, une adresse quelque part dans la vieille ville, et une heure, minuit. Le symbole de l'oiseau capturé et libéré frappa Héloïse avec une force bouleversante. C'était comme si Gabriel, avec sa perspicacité juvénile, avait déchiffré l'âme qu'elle cachait sous des couches de bienséance et de résignation. L'adresse et l'heure étaient une énigme,
un défi à son existence méthodique. Minuit. Un temps réservé aux secrets, aux amants et aux poètes, jamais à une veuve respectable comme elle. Ses yeux, autrefois voilés, brûlaient maintenant d'une intensité presque oubliée, reflétant la lumière vacillante des lustres de la galerie. Le courage de démêler le passé, ou de construire un avenir, semblait palpable, une invitation irrésistible palpitant dans sa poitrine. Gabriel, avec un dernier regard mystérieux et une légère inclinaison de la tête, s'éloigna, se fondant dans la foule tel un mirage. Son départ fut aussi silencieux que son arrivée, laissant Héloïse seule au cœur de sa propre tempête. Elle sentit les regards curieux des invités, les questions muettes sur leurs visages polis. Madame Beaumont, avec son sourire forcé et son regard scrutateur, semblait avoir déjà flairé l'anomalie. Héloïse, cependant, demeura immobile, le papier serré dans sa main, talisman d'un destin incertain. Le luxe qui l'entourait, les œuvres d'art inestimables, la vie qu'elle avait cultivée avec tant de soin, lui semblaient en soudain vide, simple décor d'une pièce qui ne la satisfaisait plus. La nuit s'écoulait, mais pour Héloïse, le temps s'était déformé. Chaque minute était le tic-tac audible d'une horloge invisible, l'arrachant à la sécurité de sa routine. Elle tentait d'engager des conversations banales, mais son esprit était ailleurs, concentré sur les coordonnées, sur l'oiseau ailé, sur la promesse d'une nuit mystérieuse. Qu'est-ce qui l'attendait? Une rencontre fortuite, une révélation, ou le début d'une aventure qui remettrait tout en question. L'idée de tout quitter, d'abandonner son héritage, sa réputation, l'identité même qu'elle s'était construite, était à la fois terrifiante et enivrante. Le conflit était intérieur, une bataille entre les conventions et le désir, entre la sécurité du connu et le vertige de l'inconnu. La galerie commença à se vider. Les lumières s'éteignirent et la mélancolie du bois séculaire s'épaissit. Héloïse se retrouva seule, les pensées tourbillonnantes. L'image de Gabriel, avec son regard intense et son sourire énigmatique, se gravait dans sa mémoire. Il était l'incarnation du risque, un intrus charmant qui avait semé la rébellion dans son cœur aride. Elle monta à son appartement, sanctuaire de silence et de souvenirs. Là, devant le miroir, elle vit non seulement la femme de 67 ans dans sa robe de soie sombre, mais aussi les vestiges de la jeune femme qui rêvait autrefois de voler. Les perles autour de son cou semblèrent l'étouffer, symbole d'une vie qu'elle allait remettre en question. Le plan était simple, mais radical. Elle ne pouvait ignorer l'appel. La curiosité, un doux poison, s'était déjà répandue dans ses veines. Elle avait besoin de réponses, de ressentir l'élan d'un choix qui lui était propre, pour la première fois depuis des décennies. Elle enfila un simple manteau sombre, troqua ses chaussures élégantes contre des chaussures plus confortables. Elle laissa un bref mot sur son bureau, un document laconique adressé au monde qu'elle quittait, sans explication, sans promesse. Le silence de la nuit urbaine engloutit ses pas tandis qu'elle descendait l'escalier de la galerie, chaque pas constituant une rupture avec le passé. Les rues pavées de la ville historique, autrefois théâtre de ses promenades solennelles, s'étendaient désormais tel un chemin vers l'inconnu. Minuit approchait, et Héloïse, la gardienne solitaire, allait devenir l'exploratrice de son âme. Si ça vous a accroché, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes. Activez la cloche pour ne rien manquer. Les pavés humides de la vieille ville guidaient Héloïse tel un chemin tracé par un destin oublié. La faible lumière des lampadaires en fer forgé projetait des ombres dansantes, transformant chaque ruelle en un labyrinthe de secrets. L'odeur de la terre humide se mêlait au doux parfum des fleurs nocturnes, contrastant avec les senteurs de jasmin et de bois anciens de la galerie. Elle sentait la brise fraîche de la nuit sur son visage, une caresse qui semblait laver des années de poussière de son âme. Chaque pas était une pause, une libération. Le simple manteau qu'elle portait était un déguisement, une armure contre le monde qu'elle jugeait, mais aussi une cape d'invisibilité qui lui permettait d'être simplement une femme en quête de quelque chose de plus, et non la veuve du bois. L'adresse la conduisit dans un quartier oublié, où d'anciennes façades s'appuyaient les unes contre les autres, des fenêtres sombres comme des yeux vides. Au lieu d'une porte, il trouva un portail en fer rouillé, presque caché par le lierre qui grinçait en grinçant lorsqu'on l'ouvrait. Derrière, une petite cour intérieure, éclairée seulement par la lune décroissante et la faible lueur d'une porte entr'ouverte. Une douce mélodie, presque un murmure, flottait dans l'air,
non pas de la musique populaire, mais quelque chose d'ancien, de plus viscéral, joué par un instrument à cordes. L'adrénaline pulsait dans ses veines, un mélange de peur et de curiosité débordante. C'était comme s'il était au bord d'une falaise, mais au lieu de la terreur, il ressentait le vertige d'une fuite imminente. Elle poussa la porte et entra. L'espace était un atelier ou peut-être un refuge. Les murs en briques apparentes étaient couverts de toiles inachevées, de fusains et de phrases poétiques griffonnées. Des pots de peinture jonchèrent le sol, des pinceaux sales dans des bocaux en verre. Une odeur d'huile et de térébenthine emplissait l'air. Il n'y avait pas de luxe, mais une richesse d'expression, une vitalité qui contrastait avec la stérilité dorée de sa propre galerie. Au centre, sous la lumière jaune d'une unique ampoule suspendue, Gabriel était assis sur un tabouret, grattant une guitare d'un air mélancolique, les yeux clos. Il ne remarqua pas sa présence immédiatement, plongé dans son propre art. Héloïse l'observait en silence, la beauté brute de sa jeunesse et l'intensité de sa concentration la submergeant comme une vague. Il incarnait la liberté qu'elle avait réprimée. Lorsque Gabriel ouvrit enfin les yeux, un sourire lent et sincère illumina son visage, dénué de tout jugement ou de toute surprise. Un sourire de reconnaissance, comme s'il attendait là depuis toujours. Il ne posa aucune question, ne demanda aucune explication. Il désigna simplement un tabouret vide devant elle, une invitation silencieuse à rejoindre cet univers intime. Héloïse s'assit, sentant le poids des décennies s'évaporer, la formalité se fondre dans l'atmosphère bohème. La mélodie reprit, plus vibrante désormais, et Gabriel se mit à chanter doucement, des mots dans une langue qu'Héloïse ne comprenait pas, mais dont l'émotion était universelle. C'était un chant de désir, de quête, d'une liberté qui transcende les frontières. Elle sentit une larme solitaire couler sur son visage, non pas de tristesse, mais de profond soulagement, le sentiment d'avoir retrouvé un fragment d'elle-même perdu. Que cachait ce secret? Comment la musique, les mots non prononcés, la simple présence de Gabriel pouvait-il être la clé pour révéler la femme qu'Héloïse était devenue et celle qu'elle pouvait encore être? La galerie, l'héritage, tout semblait lointain, un souvenir du rêve d'autrui. Le conflit entre passé et présent s'intensifiait, mais désormais, Héloïse sentait qu'elle avait les outils pour lutter. Gabriel termina la chanson, le son des cordes vibrant dans le silence qui suivit. Il posa délicatement la guitare et, sans un mot, prit une toile recouverte d'un tissu sombre. D'un geste théâtral, il révéla l'œuvre. Ce n'était pas un tableau, mais un collage de vieilles photographies et de coupures de journaux, toutes liées à la galerie du bois et à la famille d'Héloïse. Au centre se trouvait une image délavée d'elle-même, jeune, vibrante, avec une étincelle dans les yeux qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. La composition était énigmatique, ponctuée de symboles qu'Héloïse reconnaissait sans toutefois les comprendre pleinement. Il y avait là une histoire, une tapisserie de mystères mêlée à sa propre vie. Il désigna un détail du collage, un médaillon antique, identique à celui qu'Héloïse conservait dans un coffret à bijoux, cadeau de sa grand-mère. Mais sur l'image, le médaillon était ouvert, révélant quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une petite inscription et un dessin caché. Que signifiait cette révélation? Comment ce jeune homme, inconnu il y a quelques heures encore, pouvait-il avoir accès à un tel savoir? Le mystère s'épaissit, et la curiosité d'Héloïse se transforma en un besoin impérieux de découvrir la vérité. Il ne parla pas, mais son regard, profond et obsédant, l'invitait à un voyage, à l'exploration non seulement d'un passé inconnu, mais aussi d'un avenir dont elle n'avait jamais osé rêver. Les indices se multiplièrent, chacun étant un nouveau fil à démêler. Si ça vous a accroché, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes. Activez la cloche pour ne rien manquer. Héloïse sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce médaillon, ce détail caché, était un lien vers une part de son histoire qu'elle croyait scellée. Gabriel avait exhumé quelque chose dont elle ignorait l'existence. Il l'invitait à voir sa propre vie sous un angle nouveau, à remettre en question les vérités qu'on lui avait révélées. Sa présence, la musique, le studio, le collage, tout était une invitation à l'inconnu, à une aventure qui promettait de réécrire son propre héritage. Le risque d'un scandale social, d'une perte personnelle, semblait insignifiant comparé à la promesse d'une révélation. Elle regarda Gabriel,
les yeux rivés sur les siens, et un pacte tacite se scella dans le silence de cette nuit. Le frisson qui parcourut l'échine d'Héloïse était plus que glacial. C'était la sensation d'une porte s'ouvrant sur un passé qu'elle croyait connaître. Gabriel, d'un geste presque rituel, désigna le collage, puis le médaillon de l'image, puis le médaillon lui-même, qu'Héloïse tenait instinctivement dans sa main. Ses yeux, auparavant fixés sur l'éclat des perles, brûlaient maintenant de l'urgence d'un secret sur le point d'être révélé. Dans le silence de l'atelier, le battement de son cœur semblait amplifié. Les mains tremblantes, Héloïse ouvrit le médaillon que sa grand-mère lui avait offert. La gravure familière à sa surface révéla un petit cadenas caché, presque invisible au toucher. Gabriel observa sans intervenir, les lèvres étirées, en un sourire mêlant patience et impatience. D'un léger clic, le petit morceau s'ouvrit, révélant un compartiment secret dont Héloïse ignorait l'existence. À l'intérieur, aucun bijou, mais un minuscule morceau de parchemin jauni si délicat qu'il semblait se désintégrer au moindre contact. Dessus, une élégante écriture oubliée et un dessin, la même cage ouverte, mais avec un détail supplémentaire. Une unique fleur de jasmin fanée à l'intérieur. Les mots sur le parchemin étaient en vieux français, presque indéchiffrables, mais Héloïse reconnut le nom de sa grand-mère, Céleste, et une date, son anniversaire. Plus encore, il y avait une courte phrase écrite d'une encre différente, plus foncée, comme ajoutée ultérieurement. Le véritable amour libère, mais la vérité cachée emprisonne. Une vague d'émotion la submergea. Sa grand-mère, cette femme qui avait toujours été un pilier de discrétion et de tradition, gardait un secret si profond. Que signifiait ce message? Qu'avait caché sa grand-mère? Et pourquoi Gabriel, un jeune homme étrange, semblait-il en savoir autant? Gabriel, percevant le tourment dans son regard, prit un vieux livre sur une étagère encombrée de volumes poussiéreux. C'était un journal intime relié en cuir, portant le monogramme de Céleste. Il l'ouvrit à une page marquée, et là, Héloïse découvrit une entrée détaillée, écrite de la même écriture que le parchemin, décrivant un amour interdit, une jeune artiste et un plan d'évasion qui ne se réalisa jamais. La fleur de jasmin, symbole sur la cage, faisait référence à un jardin secret que partagèrent sa grand-mère et son amant, un havre de passion et d'art, loin du regard critique de la société. La galerie, l'héritage, le mariage de sa grand-mère, tout semblait une façade, un rideau sur un drame bien plus grand. Cette révélation fut un tremblement de terre en elle. La vie de sa grand-mère, qu'Héloïse avait toujours idéalisée comme un exemple de droiture, était en réalité un tapis de passion refoulée et de choix douloureux. Et plus intriguant encore, le journal mentionnait que la jeune artiste, amant de Céleste, avait été le véritable génie à l'origine de nombreuses découvertes et acquisitions d'œuvres d'art attribuées à son grand-père, le célèbre collectionneur. L'héritage qu'elle gardait si précieusement était en partie une imposture. La douleur de la désillusion se mêlait à une curiosité ardente et à un étrange sentiment d'identification. Elle, Héloïse, à 67 ans, allait reproduire le modèle de sa grand-mère en quête de liberté et d'amour sur un chemin interdit. Gabriel ferma le journal d'un léger clic, les yeux rivés sur ceux d'Héloïse. « Ta grand-mère ne s'est jamais enfuie », dit-il d'une voix basse, presque un murmure, mais d'une gravité qui trahissait sa jeunesse. Mais elle a laissé des indices, une carte menant à un trésor, non pas d'or, mais de vérité. Il désigna un autre détail du collage, un petit fragment d'une vieille carte de la ville avec une zone précise encerclée, le jardin de jasmin, là où la vérité était enterrée, et où la liberté était perdue, où pourrait être trouvée. Qu'est-ce qu'il attendait dans ce jardin oublié? Un nouveau rebondissement, une nouvelle couche de mystère, une chance de réécrire non seulement l'histoire de sa grand-mère, mais la sienne. Le conflit entre sa vie et celle qu'elle aurait pu vivre s'intensifiait à chaque révélation. La carte, fragment effacé d'une ville transformée par le temps, semblait prendre vie entre les mains de Gabriel. Son regard, qui autrefois déchiffrait l'âme d'Héloïse par l'art, traçait désormais un chemin vers un passé enfoui. Pour Héloïse, l'invitation à ce jardin de jasmin n'était pas seulement une quête de la vérité de sa grand-mère, mais une promesse tacite de rédemption pour elle-même. Cet atelier, avec son odeur de peinture et sa mélodie qui résonnait encore, était désormais le portail d'une nouvelle existence.
Elle sentait le poids des perles autour de son cou, non plus une suffocation, mais un rappel de ce qu'elle laissait derrière elle, la coquille vide d'une vie qui ne lui appartenait plus. Ils quittèrent le studio, leurs pas silencieux au petit matin. La ville, autrefois théâtre de congrès, se révélait désormais un labyrinthe d'histoires inédites. Gabriel ouvrait la voie, sa jeune silhouette agile se faufilant à travers les ruelles sombres, tandis qu'Héloïse suivait, chaque muscle de son corps vibrant d'une énergie qu'elle croyait avoir oubliée. L'air nocturne, autrefois un simple détail, était désormais un personnage, murmurant secrets et promesses. Il marchait le long des rues pavées, qui avaient vu des siècles d'amour et de chagrin, leurs ombres dansant au rythme des lampadaires, tels deux voyageurs temporels. À chaque tournant, dans chaque place cachée, Héloïse sentait l'histoire de la ville se mêler à la sienne. Gabriel, sans avoir besoin de mots, semblait comprendre le tourbillon d'émotions qui l'assaillait. Leurs regards se croisaient au moment clé, une communication silencieuse qui transcendait la différence d'âge, un pont construit sur la curiosité et un objectif commun. Le voyage n'était pas seulement physique, c'était une exploration des couches les plus profondes de son âme, un dépouillement de toutes les attentes sociales qu'il avait façonnées. Le risque de scandale social, autrefois une menace imminente, semblait désormais un murmure lointain, éclipsé par l'urgence de la découverte. Finalement, Gabriel s'arrêta devant un mur couvert de lierre, presque indiscernable des bâtiments voisins. Il n'y avait pas de portail visible, seulement une étroite fissure, presque une cicatrice dans la pierre ancienne, révélant un verre sombre. Avec effort, il se fraya un chemin à travers la végétation dense, ouvrant un passage à Héloïse. Elle se glissa par l'ouverture, pénétrant dans un espace qui semblait figé dans le temps. Le jardin de jasmin était en réalité une cour intérieure oubliée, un refuge secret entre les bâtiments. Les lianes de jasmin, bien qu'abandonnées, exhalaient encore un parfum enivrant, plus dense et plus sauvage que l'arôme contenu dans leur galerie. Le clair de lune, filtrant à travers la cime des arbres, créait une mosaïque d'ombres et de reflets argentés sur le sol en terre battue. Au centre du jardin, une fontaine ancienne, desséchée et recouverte de mousse, semblait verser des larmes de pierre. Autour d'elle, des bancs en fer forgé, rouillés par le temps, attendaient les amoureux et les rêveurs. Héloïse sentait la présence de Céleste, presque palpable, comme si sa grand-mère avait laissé un fragment de son essence parmi les fleurs fanées. Gabriel, d'un œil perspicace, désigna l'un des murs de la cour, presque caché par la végétation. Là, parmi les pierres, se trouvait une petite plaque de bronze, si corrodée que l'inscription était presque illisible. Avec précaution, il retira la terre, révélant les initiales C et A entrelacées, ainsi qu'une date, identique à celle de l'anniversaire de Céleste, gravée sur le parchemin. Héloïse caressa les initiales, la gorge serrée. C pour Céleste et A pour qui, l'amante artiste, celle qui avait partagé ce jardin secret avec sa grand-mère, loin des regards indiscrets, un havre de passion et d'art. La fleur de jasmin, symbole de la cage, prit une signification encore plus profonde. Ce n'était pas seulement un lieu, mais le témoignage d'un amour qui défiait les conventions, qui s'épanouissait dans l'ombre, mais laissait une trace indélébile. L'identification d'Héloïse à l'histoire de sa grand-mère était presque douloureuse, reflet de ses propres aspirations et du courage qu'elle découvrait désormais en elle. Le conflit entre la vie qu'elle avait menée et celle qu'elle aurait pu vivre s'intensifiait à chaque nouvelle révélation, à chaque nouvel indice. Gabriel, explorant une partie plus reculée du jardin, émit un cri de découverte. Il avait trouvé une petite structure en pierre, presque un sanctuaire miniature, recouverte de jasmin. Au sommet, une petite sculpture d'oiseau, identique au dessin qu'il avait donné à Héloïse. Mais quelque chose clochait. L'oiseau n'était pas en plein vol, il était brisé, une de ses ailes brisée. Et caché à la base de la sculpture se trouvait un petit compartiment, d'où il sortit une vieille enveloppe, jaunie par le temps. Que contenait cette enveloppe? Une dernière lettre d'amour, un ultime secret, ou une vérité encore plus bouleversante sur le sort de Céleste et de son amant? Si cela a retenu votre attention, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires addictives. L'enveloppe dans les mains de Gabriel semblait porter le poids de décennies de silence. Héloïse l'observait,
le cœur battant la chamade, le parfum du jasmin presque suffocant. L'aile brisée de l'oiseau dans la sculpture était un symbole obsédant, une métaphore de la liberté que sa grand-mère n'avait peut-être jamais pleinement saisie. C'était comme si l'histoire de Céleste se racontait non seulement en mots, mais dans chaque détail de ce jardin oublié, chaque fleur fanée, chaque pierre recouverte de mousse. Gabriel ouvrit l'enveloppe avec un soin respectueux, révélant non pas une lettre, mais une unique photographie. L'image délavée, au ton sépia, montrait une Céleste jeune et radieuse, bras dessus, bras dessous avec un homme. Il était beau, avec un regard intense et un sourire qui rayonnait de passion. Ce n'était pas le grand-père d'Héloïse, c'était le jeune artiste, l'amant interdit. Mais ce qui retint le plus l'attention d'Héloïse, c'était l'arrière-plan de la photographie. Un paysage luxuriant, des montagnes lointaines et une mer turquoise. Ce n'était pas la ville où il vivait, ni la France. C'était une île, un paradis lointain. Et au dos de la photo, un seul mot griffonné à l'encre délavée, Corse. Un nouveau mystère se dévoilait, une nouvelle couche de secret. Pourquoi Céleste et son amant étaient-ils en Corse? Et que s'était-il passé là-bas pour les empêcher de vivre leur amour? Gabriel leva les yeux de la photo vers ceux d'Héloïse, et une gravité nouvelle les envahit. La liberté était perdue, mais peut-être pas ici, murmura-t-il en désignant l'image. Ta grand-mère n'était pas seulement prisonnière des conventions de cette ville. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui la tirait d'un lieu où elle semblait véritablement libre. Héloïse ressentit un frisson. L'histoire de sa grand-mère était plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et l'héritage qu'elle avait défendu avec tant de zèle se désintégrait, révélant un tissu de passion, de sacrifice et peut-être de trahison. Le risque d'une perte personnelle, de voir sa vie entière fondée sur un mensonge, était accablant. La photographie de Corse marqua un nouveau tournant, une invitation à un voyage encore plus grand. Le jardin de jasmin n'était que la première carte, la première étape. Il y avait une destination finale, un lieu où la vérité de Céleste était véritablement enfouie. Et Héloïse, celle qui avait tout quitté, qui s'était aventurée dans la nuit avec un jeune inconnu, sentit qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle avait besoin de déterrer chaque fragment de cette histoire, non seulement pour la mémoire de sa grand-mère, mais aussi pour sa propre rédemption, pour sa propre liberté. Que s'est-il passé en Corse? Et quel lien y avait-il entre cette île lointaine et l'héritage de la Galerie du Bois et la vie qu'Héloïse avait toujours connue? Activez la cloche pour ne pas rater le prochain crochet. Le frisson qui parcourut l'échine d'Héloïse était plus que glacial. C'était la sensation d'une porte s'ouvrant sur un passé qu'elle croyait connaître. Gabriel, d'un geste presque rituel, désigna le collage, puis le médaillon de l'image, puis le médaillon lui-même, qu'Héloïse tenait instinctivement dans sa main. Ses yeux, auparavant fixés sur l'éclat des perles, brûlaient maintenant de l'urgence d'un secret sur le point d'être révélé. Dans le silence de l'atelier, le battement de son cœur semblait amplifié. Les mains tremblantes, Héloïse ouvrit le médaillon que sa grand-mère lui avait offert. La gravure familière à sa surface révéla un petit cadenas caché, presque invisible au toucher. Gabriel observa sans intervenir, les lèvres étirées en un sourire mêlant patience et impatience. D'un léger clic, le petit morceau s'ouvrit, révélant un compartiment secret dont Héloïse ignorait l'existence. À l'intérieur, aucun bijou, mais un minuscule morceau de parchemin jauni, si délicat qu'il semblait se désintégrer au moindre contact. Dessus, une élégante écriture oubliée, et un dessin, la même cage ouverte mais avec un détail supplémentaire, une unique fleur de jasmin fanée à l'intérieur. Les mots sur le parchemin étaient en vieux français, presque indéchiffrables, mais Héloïse reconnut le nom de sa grand-mère, Céleste, et une date, son anniversaire. Plus encore, il y avait une courte phrase, écrite d'une encre différente, plus foncée, comme ajoutée ultérieurement. Le véritable amour libère, mais la vérité cachée emprisonne. Une vague d'émotion la submergea. Sa grand-mère, cette femme qui avait toujours été un pilier de discrétion et de tradition, gardait un secret si profond. Que signifiait ce message? Qu'avait caché sa grand-mère, et pourquoi Gabriel, un jeune homme étrange, semblait-il en savoir autant? Gabriel, percevant le tourment dans son regard, prit un vieux livre sur une étagère encombrée de volumes poussiéreux.
C'était un journal intime relié en cuir, portant le monogramme de Céleste. Il l'ouvrit à une page marquée, et là, Héloïse découvrit une entrée détaillée, écrite de la même écriture que le parchemin, décrivant un amour interdit, une jeune artiste et un plan d'évasion qui ne se réalisa jamais. La fleur de jasmin, symbole sur la cage, faisait référence à un jardin secret que partageaient sa grand-mère et son amant, un havre de passion et d'art, loin du regard critique de la société. La galerie, l'héritage, le mariage de sa grand-mère, tout semblait une façade, un rideau sur un drame bien plus grand. Cette révélation fut un tremblement de terre en elle. La vie de sa grand-mère, qu'Héloïse avait toujours idéalisée comme un exemple de droiture, était en réalité un tapis de passion refoulée et de choix douloureux. Et plus intriguant encore, le journal mentionnait que la jeune artiste, amant de Céleste, avait été le véritable génie à l'origine de nombreuses découvertes et acquisitions d'œuvres d'art attribuées à son grand-père, le célèbre collectionneur. L'héritage qu'elle gardait si précieusement était en partie une imposture. La douleur de la désillusion se mêlait à une curiosité ardente et à un étrange sentiment d'identification. Elle, Héloïse, à 67 ans, allait reproduire le modèle de sa grand-mère en quête de liberté et d'amour sur un chemin interdit. Gabriel ferma le journal d'un léger clic, les yeux rivés sur ceux d'Héloïse. « Ta grand-mère ne s'est jamais enfuie », dit-il d'une voix basse, presque un murmure, mais d'une gravité qui trahissait sa jeunesse. Mais elle a laissé des indices, une carte menant à un trésor, non pas d'or, mais de vérité. Il désigna un autre détail du collage, un petit fragment d'une vieille carte de la ville avec une zone précise encerclée, le jardin de jasmin, là où la vérité était enterrée, et où la liberté était perdue, où pourrait être trouvée. Qu'est-ce qu'il attendait dans ce jardin oublié? Un nouveau rebondissement, une nouvelle couche de mystère, une chance de réécrire non seulement l'histoire de sa grand-mère, mais la sienne. Le conflit entre sa vie et celle qu'elle aurait pu vivre s'intensifiait à chaque révélation. La carte, fragment effacé d'une ville transformée par le temps, semblait prendre vie entre les mains de Gabriel. Son regard, qui autrefois déchiffrait l'âme d'Héloïse par l'art, traçait désormais un chemin vers un passé enfoui. Pour Héloïse, l'invitation à ce jardin de jasmin n'était pas seulement une quête de la vérité de sa grand-mère, mais une promesse tacite de rédemption pour elle-même. Cet atelier, avec son odeur de peinture et sa mélodie qui résonnait encore, était désormais le portail d'une nouvelle existence. Elle sentait le poids des perles autour de son cou, non plus une suffocation, mais un rappel de ce qu'elle laissait derrière elle, la coquille vide d'une vie qui ne lui appartenait plus. Ils quittèrent le studio, leurs pas silencieux au petit matin. La ville, autrefois théâtre de congrès, se révélait désormais un labyrinthe d'histoires inédites. Gabriel ouvrait la voie, sa jeune silhouette agile se faufilant à travers les ruelles sombres, tandis qu'Héloïse suivait, chaque muscle de son corps vibrant d'une énergie qu'elle croyait avoir oubliée. L'air nocturne, autrefois un simple détail, était désormais un personnage, murmurant secrets et promesses. Il marchait le long des rues pavées, qui avaient vu des siècles d'amour et de chagrin, leurs ombres dansant au rythme des lampadaires, tels deux voyageurs temporels. À chaque tournant, dans chaque place cachée, Héloïse sentait l'histoire de la ville se mêler à la sienne. Gabriel, sans avoir besoin de mots, semblait comprendre le tourbillon d'émotions qui l'assaillait. Leurs regards se croisaient au moment clé, une communication silencieuse qui transcendait la différence d'âge, un pont construit sur la curiosité et un objectif commun. Le voyage n'était pas seulement physique, c'était une exploration des couches les plus profondes de son âme, un dépouillement de toutes les attentes sociales qu'il avait façonnées. Le risque de scandale social, autrefois une menace imminente, semblait désormais un murmure lointain, éclipsé par l'urgence de la découverte. Finalement, Gabriel s'arrêta devant un mur couvert de lierre, presque indiscernable des bâtiments voisins. Il n'y avait pas de portail visible, seulement une étroite fissure, presque une cicatrice dans la pierre ancienne, révélant un verre sombre. Avec effort, il se fraya un chemin à travers la végétation dense, ouvrant un passage à Héloïse. Elle se glissa par l'ouverture, pénétrant dans un espace qui semblait figé dans le temps. Le jardin de jasmin était en réalité une cour intérieure oubliée, un refuge secret entre les bâtiments. Les lianes de jasmin, bien qu'abandonnées,
exhalait encore un parfum enivrant, plus dense et plus sauvage que l'arôme contenu dans leur galerie. Le clair de lune, filtrant à travers la cime des arbres, créait une mosaïque d'ombres et de reflets argentés sur le sol en terre battue. Au centre du jardin, une fontaine ancienne, desséchée et recouverte de mousse, semblait verser des larmes de pierre. Autour d'elle, des bancs en fer forgé, rouillés par le temps, attendaient les amoureux et les rêveurs. Héloïse sentait la présence de Céleste, presque palpable, comme si sa grand-mère avait laissé un fragment de son essence parmi les fleurs fanées. Gabriel, d'un œil perspicace, désigna l'un des murs de la cour, presque caché par la végétation. Là, parmi les pierres, se trouvait une petite plaque de bronze, si corrodée que l'inscription était presque illisible. Avec précaution, il retira la terre, révélant les initiales C et A entrelacées, ainsi qu'une date, identique à celle de l'anniversaire de Céleste, gravée sur le parchemin. Héloïse caressa les initiales, la gorge serrée. C pour Céleste et A pour qui, l'amante artiste, celle qui avait partagé ce jardin secret avec sa grand-mère, loin des regards indiscrets, un havre de passion et d'art. La fleur de jasmin, symbole de la cage, prit une signification encore plus profonde. Ce n'était pas seulement un lieu, mais le témoignage d'un amour qui défiait les conventions, qui s'épanouissait dans l'ombre, mais laissait une trace indélébile. L'identification d'Héloïse à l'histoire de sa grand-mère était presque douloureuse, reflet de ses propres aspirations et du courage qu'elle découvrait désormais en elle. Le conflit entre la vie qu'elle avait menée et celle qu'elle aurait pu vivre s'intensifiait à chaque nouvelle révélation, à chaque nouvel indice. Gabriel, explorant une partie plus reculée du jardin, émit un cri de découverte. Il avait trouvé une petite structure en pierre, presque un sanctuaire miniature, recouverte de jasmin. Au sommet, une petite sculpture d'oiseau, identique au dessin qu'il avait donné à Héloïse. Mais quelque chose clochait. L'oiseau n'était pas en plein vol, il était brisé, une de ses ailes brisée. Et caché à la base de la sculpture se trouvait un petit compartiment, d'où il sortit une vieille enveloppe, jaunie par le temps. Que contenait cette enveloppe? Une dernière lettre d'amour, un ultime secret, ou une vérité encore plus bouleversante sur le sort de Céleste et de son amant? Si cela a retenu votre attention, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires addictives. L'enveloppe dans les mains de Gabriel semblait porter le poids de décennies de silence. Héloïse l'observait, le cœur battant la chamade, le parfum du jasmin presque suffocant. L'aile brisée de l'oiseau dans la sculpture était un symbole obsédant, une métaphore de la liberté que sa grand-mère n'avait peut-être jamais pleinement saisie. C'était comme si l'histoire de Céleste se racontait non seulement en mots, mais dans chaque détail de ce jardin oublié, chaque fleur fanée, chaque pierre recouverte de mousse. Gabriel ouvrit l'enveloppe avec un soin respectueux, révélant non pas une lettre, mais une unique photographie. L'image délavée, au ton sépia, montrait une Céleste jeune et radieuse, bras dessus, bras dessous avec un homme. Il était beau, avec un regard intense et un sourire qui rayonnait de passion. Ce n'était pas le grand-père d'Héloïse, c'était le jeune artiste, l'amant interdit. Mais ce qui retint le plus l'attention d'Héloïse, c'était l'arrière-plan de la photographie. Un paysage luxuriant, des montagnes lointaines et une mer turquoise. Ce n'était pas la ville où il vivait, ni la France. C'était une île, un paradis lointain. Et au dos de la photo, un seul mot griffonné à l'encre délavée, Corse. Un nouveau mystère se dévoilait, une nouvelle couche de secret. Pourquoi Céleste et son amant étaient-ils en Corse? Et que s'était-il passé là-bas pour les empêcher de vivre leur amour? Gabriel leva les yeux de la photo vers ceux d'Héloïse, et une gravité nouvelle les envahit. La liberté était perdue, mais peut-être pas ici, murmura-t-il en désignant l'image. Ta grand-mère n'était pas seulement prisonnière des conventions de cette ville. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui l'attirait d'un lieu où elle semblait véritablement libre. Héloïse ressentit un frisson. L'histoire de sa grand-mère était plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et l'héritage qu'elle avait défendu avec tant de zèle se désintégrait, révélant un tissu de passion, de sacrifice et peut-être de trahison. Le risque d'une perte personnelle, de voir sa vie entière fondée sur un mensonge, était accablant. La photographie de Corse marqua un nouveau tournant,
une invitation à un voyage encore plus grand. Le jardin de Jasmin n'était que la première carte, la première étape. Il y avait une destination finale, un lieu où la vérité de Céleste était véritablement enfouie. Et Héloïse, celle qui avait tout quitté, qui s'était aventurée dans la nuit avec un jeune inconnu, sentit qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle avait besoin de déterrer chaque fragment de cette histoire, non seulement pour la mémoire de sa grand-mère, mais aussi pour sa propre rédemption, pour sa propre liberté. Que s'est-il passé en Corse? Et quel lien cette île lointaine entre l'héritage de la Galerie du Bois et la vie qu'Héloïse avait toujours connue? Si ça vous a accroché, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes. Activez la cloche pour ne rien manquer. La Corse sur la photographie éveilla un nouveau feu chez Héloïse. Le choc initial laissa place à une détermination farouche. L'image de Céleste et de son amant artiste, baignée par le soleil méditerranéen, dressait le portrait d'une vie vibrante et libre, contrastant fortement avec l'élégance sombre de la Galerie du Bois. Héloïse ressentit l'urgence d'une vérité qu'elle ne pouvait plus taire. Elle ne se contentait pas de déterrer le passé de sa grand-mère, elle déterrait une part d'elle-même, étouffée par des années d'attente et de convention. Gabriel, avec son intuition perçante, remarqua la transformation dans le regard d'Héloïse. Il n'eut pas besoin de demander. La décision de suivre la piste vers la Corse était déjà prise. « Ce n'est pas seulement un lieu, Héloïse, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « C'est la promesse d'une histoire à compléter. La tienne, la sienne. » Il reprit la photo et traça l'horizon du doigt. « Nous devons comprendre ce qui les a amenés là et ce qui les a ramenés, ou ce qui les a empêchés de rester. » L'idée de voyager vers une île lointaine avec une jeune fille de 19 ans, abandonnant sa vie et son héritage, aurait été impensable pour l'Héloïse d'autrefois. Mais la femme d'avant Gabriel était différente. Les perles autour de son cou semblaient être devenues des chaînes, et le parfum de jasmin du jardin secret était un parfum de liberté. C'était le véritable saut dans l'abîme, la véritable rupture avec le passé. Les enjeux étaient immenses, sa réputation, son statut, tout était en jeu. Mais le risque de vivre une vie de mensonge semblait infiniment plus grand. Ils passèrent les heures suivantes dans une frénésie silencieuse de planification. Gabriel, fort de sa familiarité avec le monde moderne et de son audace juvénile, consultait des cartes numériques, recherchant des itinéraires et des correspondances possibles. Héloïse, quant à elle, fouillait dans sa mémoire, cherchant une quelconque mention de la Corse dans les vieilles lettres de sa grand-mère ou les journaux de bord de son grand-père. Elle se souvenait vaguement d'un voyage d'affaires de son grand-père en Italie, mais la Corse n'y avait jamais été mentionnée. Qu'avait caché le grand-père d'Héloïse? Qu'est-ce qui les avait poussés à garder le silence si longtemps? Le mystère s'épaississait, et chaque nouvel indice était comme un phare dans le brouillard. L'atelier de Gabriel devint le quartier général de leur expédition. L'odeur de peinture et de térébenthine se mêlait à celle du café serré préparé par Gabriel. Ils fouillèrent les vieux livres d'art et d'histoire corse que possédait Gabriel, à la recherche d'un indice sur un artiste qui aurait pu être l'amant de Céleste, ou d'une galerie qui aurait pu être un lieu de rencontre. À chaque découverte, aussi infime soit-elle, leurs yeux brillaient d'une complicité grandissante, d'un lien forgé dans la quête de la vérité. La différence d'âge, autrefois une barrière sociale, était désormais un détail insignifiant, éclipsé par l'intensité de leur lien. Gabriel découvrit la mention d'un peintre autodidacte, Antoine Dubois, qui avait brièvement exposé dans une petite galerie corse au début du XXe siècle. Le nom de famille, Dubois, fit battre le cœur d'Héloïse. Coïncidence? Ou l'amant de Céleste avait-il adopté le nom de son grand-père pour se rapprocher d'elle ou pour se cacher? L'idée était troublante. Si c'était vrai, la tromperie était encore plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. La tension monta, non seulement à cause du mystère, mais aussi à cause des implications personnelles que chaque révélation avait pour sa propre identité et l'héritage de sa famille. Si ça vous a accroché, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes. Activez la cloche pour ne rien manquer. La décision fut rapide et irrévocable. Ils partiraient à l'aube. Héloïse ne s'inquiétait ni des regards curieux, ni des jugements qui s'ensuivraient. La vie qu'elle avait laissée derrière elle dans la galerie lui semblait un rêve lointain, un souvenir effacé. Ce qui comptait désormais, c'était la quête, la promesse de découvrir la vérité, et peut-être
de se trouver elle-même au passage. Elle se sentait légère, plus jeune qu'elle ne l'avait été depuis des décennies, l'âme bouillonnante. La perspective d'une aventure, d'un voyage vers l'inconnu, était un baume pour les blessures d'une vie conformiste. Pendant que la ville dormait, Héloïse et Gabriel préparaient le peu qu'ils emporteraient. Point de valises luxueuses, juste de simples sacs à dos remplis du nécessaire et des quelques objets devenus leur talisman. Le journal de Céleste, le médaillon, la photo de la Corse et la vieille carte. Leur fuite fut silencieuse, presque furtive, sous le voile de l'aube. Les rues pavées, autrefois un chemin vers le jardin secret, s'étendaient maintenant vers le port, où un ferry les attendait. L'odeur iodée de la mer, promesse d'un nouveau paysage, d'un nouveau départ emplissait l'air. Ils embarquèrent, les lumières de la ville s'estompant à l'horizon tandis qu'ils prenèrent le large. Héloïse, debout à la proue, sentait le vent dans ses cheveux, le goût de l'air marin sur ses lèvres. À ses côtés, Gabriel, le regard fixé sur l'horizon, semblait le gardien d'un secret, ou peut-être le messager du destin. Le voyage en Corse n'était pas seulement un voyage géographique, c'était une traversée vers l'inconnu, une plongée dans un passé qui promettait de redéfinir tout ce en quoi elle croyait. À chaque vague qui s'écrasait contre la coque du navire, Héloïse sentait les liens du passé se défaire, un à un. Qu'est-ce qui l'attendait sur cette île à la beauté sauvage? Quelle vérité serait révélée sur Céleste, sur Antoine Dubois et sur l'héritage familial lui-même? À chaque mille nautique, le suspense grandissait, et la promesse d'un rebondissement planait dans l'air. Le ferry accosta sous la lumière dorée d'un matin corse, teintant le vieux port de teintes d'ambre et de bronze. L'air, mélange enivrant d'embrun, de romarin sauvage et de pin chauffé par le soleil, était un souffle de vie dont Héloïse ignorait avoir besoin. L'île à la beauté sauvage, avec ses montagnes escarpées plongeant dans une mer turquoise, offrait un contraste vibrant à l'élégance sombre de sa ville natale, une irrésistible invitation à l'aventure. Gabriel, à ses côtés, semblait un guide né du paysage lui-même, ses jeunes yeux absorbant chaque détail avec une curiosité insatiable. Ils débarquèrent à Bastia, une ville portuaire aux ruelles étroites et aux bâtiments historiques qui murmuraient des histoires séculaires. L'urgence de leur quête les animait, mais la beauté brute de la Corse les enveloppait. Promesse qu'ici, peut-être, la vérité de Céleste était aussi sauvage que la terre elle-même. La carte défraîchie qu'ils tenaient, complétée désormais par les guides touristiques et les informations numériques de Gabriel, indiquait une région précise du sud de l'île, près de Porto Vecchio, où le nom Dubois apparaissait dans de vieux registres commerciaux, liés à un petit domaine rural et, curieusement, à un domaine viticole artisanal. L'idée d'un amateur d'art qui était aussi vigneron était inattendue, ajoutant une nouvelle dimension au mystère. Héloïse ressentit un tourbillon d'émotions, surprise, curiosité et une étrange mélancolie pour la vie qu'aurait pu mener sa grand-mère. Elles louèrent une modeste voiture, et le voyage sur les routes sinueuses de Corse devint une métaphore de leur propre quête. À chaque tournant, le paysage se transformait, révélant des villages pittoresques, des oliviers centenaires et une végétation dense qui semblait détenir d'anciens secrets. Gabriel conduisait avec une confiance sereine, tandis qu'Héloïse, le journal de Céleste ouvert sur ses genoux, tentait de déchiffrer le sous-texte des passions de sa grand-mère. On y trouvait des allusions à Hadé et à un paradis caché où le vin était aussi intense que l'amour. À chaque kilomètre parcouru, la distance entre l'Héloïse d'hier et celle d'aujourd'hui s'agrandissait, et celle qui avait tout laissé derrière elle se sentait plus vivante que jamais. Le scandale social qui l'attendait chez elle semblait un faible prix à payer pour l'authenticité qu'elle découvrait. En arrivant aux abords de Porto Vecchio, le chemin menant au domaine du bois semblait le plus prometteur. C'était un vieux domaine niché au milieu des collines et des vignes, avec une maison en pierre chargée d'histoire. À leur approche, un homme âgé, au teint hâlé et aux yeux d'un bleu profond, émergea des vignes. Il se présenta comme étant Jean-Luc, l'actuel propriétaire. En entendant les noms de Céleste et Antoine Dubois, une lueur de reconnaissance brilla dans ses yeux, teintée d'une familiarité inattendue pour Héloïse. Jean-Luc les invita à entrer dans la maison, où flottait un parfum de vieux vin et de bois anciens. Il révéla que sa grand-mère, Céleste, et Antoine Dubois, le jeune artiste, y avaient passé un été entier des décennies auparavant,
lorsque la propriété appartenait à la famille de Jean-Luc. Ils étaient comme des âmes sœurs, soupira Jean-Luc, un sourire nostalgique aux lèvres. Ils peignaient, écrivit-elle, mais il y avait en eux une certaine tristesse, un sentiment de sursis. Il les conduisit dans un petit atelier à l'arrière de la maison, presque intact. Les murs étaient décorés de fusains et de peintures à l'huile, représentant souvent des paysages corses, d'autres des portraits d'une jeune Céleste, radieuse et libre, saisie dans des moments de pure joie et de mélancolie. Mais ce qui frappa Héloïse, ce fut le portrait inachevé d'un homme, le dos tourné, regardant la mer. Au bas de la toile figuraient les initiales AD et une date, le même jour que l'anniversaire de Céleste, le même que sur le parchemin. Héloïse sentit une boule se nouer dans sa gorge. C'était l'amant de sa grand-mère, l'homme qu'elle avait tant aimé. Mais pourquoi le portrait était-il inachevé? Et pourquoi Céleste était-elle retournée à sa vie conventionnelle, abandonnant un amour si vibrant? Le mystère de la Corse s'épaississait, révélant non seulement la passion, mais aussi la douleur de la séparation. Que s'était-il passé cet été-là pour les empêcher d'être ensemble? La question résonnait dans l'atelier, mêlée à l'odeur de la peinture sèche et aux souvenirs. Si ça vous a accroché, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes. Activez la cloche pour ne rien manquer. Jean-Luc, percevant l'émotion d'Héloïse, désigna une étagère de livres anciens dans un coin de l'atelier. Parmi eux se trouvait un journal plus petit, différent de celui de Céleste, mais avec la même reliure en cuir. C'était le sien, expliqua Jean-Luc. Antoine. Ma grand-mère l'a gardé des années après leur départ. Elle disait que c'était la clé de son cœur et de leurs secrets. Gabriel prit le journal avec révérence, et la couverture s'ouvrit sur une page marquée, révélant une écriture forte et passionnée. Les premières lignes étaient un cri d'amour pour Céleste, mais les suivantes décrivaient une menace, une ombre planant sur leur histoire d'amour. Antoine avait écrit à propos d'un homme puissant, le père de Céleste, qui avait découvert leur relation et menacé de détruire la carrière d'Antoine et la réputation de Céleste s'ils ne se séparaient pas immédiatement. La date de la dernière entrée coïncidait avec l'anniversaire de Céleste, le jour même où elle avait reçu le parchemin et le médaillon. Le père de Céleste les avait non seulement forcés à se séparer, mais aussi à épouser le grand-père d'Héloïse, le célèbre collectionneur d'art, pour sauver l'honneur de la famille. La révélation fut dévastatrice. Céleste n'avait pas choisi de revenir. Elle y avait été forcée. La cage ouverte du dessin ne symbolisait pas la liberté acquise, mais une liberté perdue, volée, et l'aile brisée de l'oiseau dans la sculpture du jardin secret de sa ville natale prenait désormais un sens terrible. L'héritage de la Galerie du Bois, les découvertes attribuées au grand-père d'Héloïse, tout cela semblait une farce élaborée pour cacher un amour interdit et une vie de sacrifice. La douleur de la désillusion se mêlait à une rage froide. Gabriel ferma le journal d'Antoine, les yeux rivés sur celui d'Héloïse. Elle n'a pas tout abandonné pour vivre une aventure, dit-il d'une voix brisée. Elle a tout abandonné parce qu'elle y était forcée, et elle a passé sa vie entière à essayer de laisser une trace. Héloïse ressentit une vague d'empathie si intense qu'elle faillit la renverser. Céleste n'était pas seulement une figure du passé, c'était une âme sœur, une femme qui avait subi les mêmes pressions et les mêmes désirs. Que l'attendait-elle dans le prochain chapitre de cette saga? La vérité sur l'homme puissant et les conséquences de ses actes n'étaient pas encore pleinement dévoilées, et Héloïse sentait que c'était sa mission. La vérité du sacrifice de Céleste résonna en Héloïse comme une complainte ancestrale, une mélodie de douleur et de courage, qu'elle comprenait désormais pleinement. Cet homme puissant n'était pas une figure abstraite, mais son propre arrière-grand-père, un patriarche qui, dans son désir de préserver son statut et la façade familiale, avait anéanti un amour sincère. La Galerie du Bois, autrefois pilier de son existence, devint, dans son esprit, un monument à l'hypocrisie, un héritage bâti sur les décombres d'une passion tue. Mais paradoxalement, cette révélation ne la détruisit pas, elle la libéra. Héloïse sentit sa colère céder la place à une profonde compassion pour sa grand-mère et à une détermination inébranlable à ne pas répéter la même erreur. Jean-Luc, fort de la sagesse des années, les observait en silence. Ma grand-mère Céleste disait toujours que le plus grand art n'est pas sur les murs, mais dans les cœurs qui osent aimer, murmura-t-il en leur offrant un vin rouge profond,
aux arômes corses. Dans cet atelier, au milieu des croquis d'Antoine et des souvenirs d'un amour interdit, Héloïse et Gabriel partageaient un regard qui transcendait le temps et les mots. Ce voyage avait forgé entre eux un lien indéfectible, une complicité née de la quête de vérité et du courage de défier l'ordre établi. Héloïse, 67 ans, et Gabriel, 19 ans, n'étaient plus seulement une femme et un jeune homme. Ils étaient des âmes sœurs engagées dans une nouvelle aventure, une aventure que Céleste ne connaîtrait jamais. La décision d'Héloïse fut vite prise. Elle ne retournerait pas à la vie qu'elle connaissait. L'héritage de la Galerie du Bois serait réécrit, non pas comme une farce, mais comme une célébration de l'art authentique et de la passion, incluant les œuvres d'Antoine Dubois et l'histoire de sa grand-mère. Elle passerait du temps en Corse, explorant la beauté sauvage de l'île, découvrant peut-être le vin et, surtout, vivant. Avec Gabriel à ses côtés, elle se promit, ainsi qu'à la mémoire de Céleste, de ne plus se plier aux attentes sociales. L'amour, dans sa forme la plus pure et la plus inattendue, l'avait trouvé, et elle l'accueillerait avec la même intensité que sa grand-mère avait osé rêver. Héloïse et Gabriel, main dans la main, quittèrent l'atelier, l'odeur de la peinture et du jasmin se mêlant à la douce brise corse. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de violet, et la mer murmurait des promesses d'horizons nouveaux. L'histoire de Céleste rappelait que le véritable amour libère et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le chemin de la rédemption. Héloïse, celle qui avait tout abandonné pour un amour interdit, avait enfin trouvé non seulement la vérité de sa grand-mère, mais aussi sa propre liberté. Quelle histoire créeriez-vous si l'amour vous appelait à une aventure aussi audacieuse? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures qui défient le temps et les conventions.